Quand on parle de féminisme dans le milieu de l'art, il y a un nom à côté duquel on ne peut pas passer, les Guerrilla Girls. Aujourd'hui, on ne parlera donc pas d'une grande figure, une grande artiste qui a marqué l'histoire de l'art, mais d'un groupe de militantes anonymes qui agissent sous pseudonyme et se présentent masquées sous les traits d'un gorille en colère. Les Guerrilla Girls sont nées en 1985 à New York. Elles étaient à l'origine 7 femmes, 7 amies qui discutaient depuis longtemps entre elles de leurs soupçons de ne pas voir leur carrière décoller parce qu'elles étaient des femmes. Elles discutaient des remarques sexistes qu'elles devaient supporter, du harcèlement des hommes du milieu de l'art à leur égard. Mais le grand problème avec la discrimination, c'est que c'est souvent particulièrement insidieux. C'est une chose de se sentir victime de discrimination, c'est une toute autre chose de le prouver, d'autant plus que souvent ceux qui sont responsables de discrimination n'en ont même pas conscience. Cependant, en 1984, il va y avoir un événement qui va les décider à réellement agir, à réellement faire quelque chose. Le MoMA organise une gigantesque exposition qui s'intitule An International Survey of Recent Painting and Sculpture, qui est donc censé faire la revue de l'état de l'art dans le monde entier. Le communiqué de presse annonce 165 artistes venant de 17 pays différents, et pour vous donner une idée de l'ambition ou de l'arrogance, à vous de voir du commissaire de l'exposition, il déclare dans la presse: si un artiste n'a pas été sélectionné pour cette exposition, il devrait sérieusement reconsidérer sa carrière. Or, les Guerrilla Girls font le compte, et sur ces 165 artistes, il n'y a que 13 femmes, et 8 personnes racisées, et évidemment aucune femme racisée. Et ce qui rend encore plus folle les Guerrilla Girls, c'est que tout le monde s'en fout. En fait, la plupart des personnes auprès de qui elles s'indignent sont persuadées qu'il n'existe pas de discrimination dans le monde de l'art. En fait, la plupart des personnes leur disent, et c'est encore des arguments qu'on entend très souvent aujourd'hui, la plupart des personnes leur disent « mais on s'en fout de savoir si l'artiste est un homme, une femme, de savoir si l'artiste est blanc, noir, jaune, de savoir si l'artiste est homosexuel ou hétérosexuel. Tout ça, on n'en a rien à faire, nous on regarde seulement l'art, les artistes, ils doivent seulement être sélectionnés en fonction de la qualité de leur travail ». Et en fait, du coup, ce raisonnement-là, ça voudrait dire que l'art est une forme de méritocratie détachée du reste du monde, où il n'existe aucune forme de racisme, où il n'existe aucune forme de sexisme. Et donc du coup, ça sous-entend aussi que s'il y a aussi peu de femmes et aussi peu de personnes racisées exposées, c'est tout simplement parce qu'ils font du moins bon travail que les hommes blancs. Tiens donc. Les Guerrilla Girls vont donc passer à l'action. Leur but premier, c'est que plus personne ne puisse ignorer l'ampleur des discriminations que subissent les femmes et donc les personnes racisées, de créer en fait une véritable prise de conscience. Elles commencent donc à recouvrir les murs des quartiers les plus arty de New York, coller des affiches de nuit devant les ateliers d'artistes, les galeries, les musées. Elles collent souvent en fait la veille des vernissages afin qu'il y ait un maximum de monde qui voit leurs posters le lendemain. Et en fait, dès le début, leur but, c'est de prouver ces discriminations, de les prouver en s'appuyant sur des chiffres, des faits, des sources indiscutables. Elles listent par exemple les galeries qui ne représentent pas plus de 10% de femmes, les expositions qui sont consacrées à des femmes dans des musées. Elles comparent aussi les chiffres d'une année sur l'autre, et ces comparaisons, elles continuent à les faire encore aujourd'hui. Et spoiler, ça n'a clairement pas beaucoup évolué en 35 ans. Donc en fait, assez rapidement, leurs actions vont énormément attirer l'attention. La presse va commencer à vouloir les rencontrer, et à ce moment-là, il faut qu'elles prennent une décision en ce qui concerne leur anonymat. Elles se réunissent donc toutes les 7 et elles décident qu'il est extrêmement important de rester anonyme. Il y a 2 raisons principales à cet anonymat. La première, c'est qu'en fait, elles veulent éviter que faire partie des Guerrilla Girls nuise à leur carrière, qu'il y ait une sanction professionnelle. Et la deuxième raison qui est aussi extrêmement importante, c'est qu'elles tiennent à ce qu'on se concentre sur leur message uniquement, et pas sur leur personnalité ou leur pratique artistique. Et on peut tout à fait imaginer à quel point leur action aurait été décrédibilisée, aurait été dénigrée dans les médias et dans le monde de l'art si on avait su ce qu'elles faisaient et qu'on avait pu dire ah oui bon bah elles se plaignent mais en fait ce qu'elles font c'est de la merde, donc c'est pas étonnant qu'elles puissent pas rentrer dans le monde de l'art, ou au contraire mais de quoi elles se plaignent, en fait elles font partie des meilleures galeries, elles sont exposées dans les meilleurs musées, c'est bien la preuve que ce qu'elles racontent c'est des conneries. Non, là elles veulent qu'il n'y ait rien d'autre sur quoi on puisse se concentrer que leur message. Donc première étape, elles vont se choisir des pseudonymes et elles vont choisir des noms d'artistes mortes.
Donc il va y avoir une Frida Kahlo, une Diane Arbus, une Claude Cahun, qui sont des artistes qui sont quand même relativement très connus, dont j'ai déjà fait le portrait d'ailleurs pour les trois, mais il y a aussi des artistes qui sont beaucoup moins connus parmi elles, comme la pakistanaise Zubeda Aga. Et en fait, le but, c'est que ces noms ne tombent pas dans l'oubli, mais aussi que les interlocuteurs des Guerrilla Girls cherchent à qui font référence ces noms. Et pour ce qui est du choix des masques de gorilles, en fait, la légende veut que lors d'une des toutes premières réunions des Guerrilla Girls, une des Guerrilla Girls ait fait une erreur, soit de prononciation, soit une faute de frappe, et écrit les Guerrilla Girls. De cette erreur est née en fait l'idée des masques de gorille, qui est un animal dont la férocité et la force est bien loin des valeurs traditionnelles attribuées aux femmes. Ça permet donc de créer des images fortes, un contraste puissant, puisqu'en fait les Guerrilla Girls prennent souvent soin de s'habiller de façon assez glamour. Ce masque, en fait, il va créer une image assez inoubliable qu'elles vont utiliser pour leur poster le plus connu, une image assez inoubliable donc de la grande odalisque d'Ingres avec un masque de gorille. Cette grande odalisque, c'est l'un des nus féminins les plus célébrés de l'histoire de l'art. Les Guerrilla Girls ne l'ont pas choisi par hasard, c'est en fait un idéal de beauté absolument inatteignable, totalement irréel, puisqu'en fait pour créer ces courbes voluptueuses, Ingres a ajouté 3 lombaires à cette femme, 3 lombaires et 2 vertèbres, et en fait ces proportions, cette rotation ne sont absolument pas possibles. Donc ce fameux poster des Guerrilla Girls, il pose la question, la fameuse question, les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Metropolitan Museum? Et comme d'habitude, ce slogan est accompagné de statistiques choc. Moins de 5% des artistes dans les sections consacrées à l'art moderne sont des femmes, tandis que 85% des nus sont féminins. Et ce poster, il est particulièrement connu parce qu'en fait, elle soulève avec cette question 2 questions en une, qui sont les 2 questions qui structurent la remise en cause féministe de l'histoire de l'art. D'une part, la question de l'invisibilisation des artistes femmes dans l'histoire de l'art, dans les musées, dans l'histoire de l'art de façon générale, et d'autre part, la question de la représentation des femmes. Donc, coup de maître, et par ailleurs, ce poster, il réunit tous les ingrédients qui ont fait le succès des Guerrilla Girls. Donc on a un slogan hyper catchy, un design qui en fait est hyper lisible, donc avec des couleurs fortes, avec cette même police qui est donc la même que celle qu'utilisaient Jenny Holzer et Barbara Kruger, dont on a parlé la semaine dernière, donc la police Futura. Donc visuel fort, design fort, slogan fort, toujours des statistiques pour prouver ce qu'elles avancent, et évidemment de l'humour, puisque ça va être l'un des signes distinctifs des Guerrilla Girls. Elles le disent en fait, tourner en dérision un système d'oppression, c'est souvent le seul pouvoir qu'on ait face à lui. C'est une façon aussi de désacraliser l'art, et c'est aussi évidemment un moyen de s'attirer la sympathie du public, là où les féministes des années 70 ont pu se voir reprocher leur âpreté, leur sérieux, leur manque d'humour. Elles vont donc toujours avec ce même humour dresser la liste des avantages d'être une artiste femme. Donc entre autres, on y lit l'opportunité de pouvoir travailler sans la pression du succès. On a l'opportunité de voir ses idées en live dans le travail des autres, et à ce sujet, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur Yayoi Kusama. On a l'opportunité de savoir que notre carrière va peut-être décoller après nos 80 ans. Et là, je vous laisse aller voir la vidéo sur Louise Bourgeois. Autre opportunité, celle de ne pas vivre ce moment gênant où on vous appelle un génie. Ou encore, opportunité de choisir entre être une mère ou avoir une carrière. Et ça, c'est un sujet dont je veux parler depuis longtemps. Je finis toujours par devoir couper ce passage parce que ça devient trop long dans mes vidéos. J'y consacrerai une vidéo d'une façon ou d'une autre, mais en fait, l'immense majorité des artistes dont je vous ai parlé jusqu'ici n'a pas eu d'enfant et s'est exprimé à ce sujet, s'est exprimé sur le fait que c'était compliqué, voire totalement impossible de pouvoir mener de front le métier de mère et celui d'artiste. Autre poster marquant et particulièrement drôle des Guerrilla Girls, cette lettre qui dénote en fait de leur identité visuelle habituelle, qui est rédigée dans une écriture super féminine, voire carrément enfantine, et qui est ornée de cette petite marguerite triste. Donc la lettre dit: très cher collectionneur d'art, nous avons remarqué que votre collection, comme la plupart, ne contient pas assez d'art créé par des femmes. Nous savons que vous en êtes désolé et que vous rectifierez la situation immédiatement. Avec tout notre amour, les Guerrilla Girls. Et cette lettre, elles l'ont en fait réellement envoyée à tous les grands collectionneurs des États-Unis. Et ce qui est assez paradoxal finalement, c'est qu'aujourd'hui, cette lettre est une pièce de collection.
Et c'est en fait le grand paradoxe des Guerrilla Girls. Aujourd'hui, leurs posters, leurs tracts, leurs autocollants, toutes leurs actions deviennent des œuvres d'art. Elles sont acquises par des musées, voire certains musées leur demandent de mener une investigation sur tel ou tel sujet qui se termine en exposition. Ça a été un des plus grands sujets de débat au sein des Guerrilla Girls, entre les Guerrilla Girls qui se sont un peu agrandies au fur et à mesure du temps. Certaines sont parties, certaines sont arrivées, mais ce moment où il a fallu prendre une décision, est-ce qu'on accepte d'être au musée ou pas, ça a été le plus grand moment de scission. En effet, on pouvait se demander le sens pour les Guerrilla Girls d'exposer au sein même des musées qu'elles critiquent. Est-ce que c'était pas dénaturer leur combat? Est-ce que c'était pas se vendre au système? Elles ont fini, en tout cas celles qui restent dans le groupe, ont fini par décider que c'était une très bonne chose. D'une part parce qu'en fait ça permet de toucher un maximum de monde, ce qui est le but de leur démarche. Et c'est vrai qu'en fait, moi la première fois que j'ai entendu parler des Guerrilla Girls, c'était en voyant au Centre Pompidou le fameux poster « Est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer au musée ?» Et c'est probablement aussi la première fois que je me suis posé la question de à la fois la représentation des femmes dans l'histoire de l'art et l'absence de femmes dans un musée. Donc, mission certainement accomplie de ce côté-là. Mais l'autre point, c'est qu'en fait, ces affiches qui sont au Centre Pompidou et dans tous les plus grands musées d'art moderne du monde, elles coûtent exactement le même prix que celles que vous ou moi, on pourrait acheter sur leur site, c'est-à-dire 30 $. Et en fait, c'est aussi une façon de questionner ce qui fait la valeur de l'art. C'est une façon de questionner ce qu'on peut définir comme de l'art, puisque ces affiches, elles sont reproductibles à l'infini. Donc ça remet en question cette idée que l'art, ça doit être un objet unique, presque sacré. Et en plus, ça leur permet de remettre totalement en cause le marché, la valeur marchande d'une œuvre d'art. Les Guerrilla Girls continuent de travailler encore maintenant, puisque la situation est loin d'être parfaitement réglée. Ce qui a évolué, elles le disent, c'est que maintenant plus personne ne peut nier qu'il y a des discriminations dans le monde de l'art. Et du coup, elles s'attachent maintenant à mettre en lumière tous les fonctionnements, ou plutôt les dysfonctionnements du milieu de l'art. Elles pointent les comportements à éliminer et elles remettent en question la façon dont est fabriquée l'histoire de l'art. Par exemple, en 2019, elles ont publié un code éthique à destination des musées dans lequel elles soulignent notamment que si un musée n'expose que des œuvres d'hommes blancs qui ont été achetées par de riches collectionneurs dans des galeries qui sont les plus chères du monde et qu'ensuite ces riches collectionneurs ont fait don des œuvres de ces hommes blancs à un musée, alors le musée doit se renommer musée de l'art pour les gens riches. Et elle souligne au passage la façon dont la plupart des musées ont constitué et continuent de constituer leur collection, et le fait qu'en fait, plus qu'une histoire de l'art, ce qu'on a dans les musées, c'est une histoire de la richesse et du pouvoir. Il est très possible que, en ayant vu cette vidéo, vous ayez envie de rejoindre les Guerrilla Girls. Malheureusement, ce n'est pas possible. En fait, elles ont toujours été un petit groupe parce qu'elles veulent rester un groupe d'action. Elles ne veulent pas devenir une énorme structure où chaque décision prendrait 1000 ans et 25 000 réunions à être prises. Mais en revanche, elles invitent absolument tout le monde à créer notre propre groupe de justiciers et justicières masqués. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, et d'ici là, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de ce petit cycle sur l'art féministe. N'oubliez pas de partager cette vidéo puisque c'est la meilleure façon de lui donner une visibilité, la seule façon de lui donner de la visibilité en fait. Et prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à la semaine prochaine. Ciao!